Dans la série Interview par Skype qu'on fait depuis quelques jours, je vous propose de rencontrer le docteur Chamseddine Bourzak. Pharmacien gérant dans un établissement privé. Qui prend en charge quel type de patient, Shams? En fait, on est pluridisciplinaire, c'est un MCO, on fait de l'orthopédie, de l'ORL, de la gynéco, on a un service maternité, on a de la service de neurochir et de digestif. Dès le départ, sous l'égide de l'ARS qui a demandé à tous les établissements MCO d'arrêter leur programme froid et garder juste les interventions dites urgentes ou perte de chance, type cancéro, dites des saignements, dites des fractures, et arrêter pratiquement toutes les consultations. Un deuxième temps, on a été de demander de créer des réanimations. Il faut savoir, tous les MCO, ils n'ont pas une réanimation. Beaucoup de personnes, de patients qui souffrent de maladies chroniques ont une inquiétude par rapport au renouvellement de leur ordonnance médicale, leur traitement de fond. Il y a des dispositifs qui ont été pris pendant cette épidémie. En fait, le premier dispositif, lorsqu'ils ont mis en confinement, c'est-à-dire toutes les ordonnances sont renouvelables, oui, même s'ils sont périmés, parce qu'une durée de vie d'une ordonnance, elle est de 6 mois. L'épidémie, tu l'as vu arriver comment? En fait, je travaille dans un groupe international. On a commencé à préparer depuis le début de la crise en Chine. Avec préparation, pas de surstock, mais d'avoir un stock pour un mois de traitement d'avance. Parce qu'on est parti dans une idée, par le risque de manque d'approvisionnement, comme la matière première à 90% vient des pays asiatiques, principalement en Chine. Donc on avait un stock d'avance par rapport à certaines molécules, comme les molécules d'anesthésie qui sont utilisées en réanimation et en salle de réveil. Et en fait, l'épidémie, on l'a vu venir lorsqu'on a commencé à toucher l'Est de France. D'accord. Et c'est là où ça s'est déclenché, un peu on s'est accéléré avec l'ARS sur l'organisation. La première ligne, comme je t'ai dit au départ, qui est les hôpitaux d'AP-HP qui sont publics. Après, dans une deuxième ligne, dans les autres hôpitaux de l'Île-de-France. Et en troisième ligne, nous. Donc nous, on avait mis en sein de la clinique une cellule de crise qui se réunit tous les jours pendant 1 heure de temps. Médecins, direction, pharmaciens. Et anesthésistes principalement parce que c'est eux qui prenaient en charge en réanimation. On a gardé toujours le bloc opératoire. Comme on s'est dit, qu'on prenait en charge les patients en urgence, on ne pouvait pas fermer tous nos blocs. Donc on a fait 2 circuits patients Covid plus patients lambda. Et même au niveau des urgences, on a fait 2 circuits. Un circuit pour les patients Covid plus, on faisait un tri à l'entrée des urgences et on l'entraînait par service, en 2 services. Après, ce qu'on n'était pas prêt, c'est qu'il n'y a pas un traitement réellement. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Toujours pas. Il n'y en a toujours pas. Toujours pas. Il y a la théorie de la pratique de la chlorhexidine avec le plaquenil, qui est plaquenil avec le Zithromax pour le traitement, qui a été évoqué au départ de la crise par certains infectiologues au niveau de certains hôpitaux de l'Île-de-France. Après, ça s'est un peu estampé parce qu'ils sont revenus dessus disant qu'il n'y a pas un effet réel ex ante et qui a été relancé par le Dr Raoul récemment. Il faut attendre le recul parce qu'on parle, il pousse sur la chlorhexidine, après on parle sur la chlorhexidine en diminuant sa charge virale et non pas d'une guérison par rapport à un traitement, comme on donne pour les antibiotiques pour certaines infections, on dit que le patient est guéri. Là, on dit qu'il y a une baisse de charge virale. Et de deux, il y a certains, ils disent, il y a les études qui sont en cours, c'est-à-dire sur plusieurs milliers de personnes. Disons qu'on prend 2 bras, un bras sans traitement et un bras dans les mêmes critères, on inclut les patients, et un traitement avec la chlorhexidine. Et on attend leur retour. Un patient, ils étaient sous doliprane, qui étaient à un état assez critique dans le sens toux, fièvre et tout. Ils sont rentrés dans l'ordre sans pousser plus loin, ni chlorhexidine, non rien. Donc après, voilà, je pense qu'il faut attendre tous les résultats. Le retour réellement de l'expérience chinoise, je pense qu'on n'a pas toutes les données. Est-ce qu'on les aura un jour? Je pense qu'on aura un jour, parce que sous la pression internationale, je pense de toute façon, on aura déjà l'essai européen. On sera fixé vraiment sur la réalité, quel traitement a été donné, parce qu'il y a eu des essais sur certains antirétroviraux, d'autres produits qui sont venus des États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas de retour réellement. Comment s'est organisé l'hôpital où tu travailles? On a réorganisé déjà la salle de réveil, qui est assez grande, en salle de réanimation. Donc en fait, c'est une salle de réveil dite SSP, c'est une salle de réveil classique post-opératoire. Donc nous, on n'a pas une réa comme une vraie réa, donc on a créé une réanimation avec les moyens de bord, en reprenant tout ce qui est respirateur des autres du bloc opératoire, les pousses orales, on a tout le matériel qu'il faut pour avoir un nombre de lits
par rapport à ça. On a demandé à la DRH et différents personnels de ces réorganisations, parce qu'on ne fait pas de réa, s'ils veulent intéresser, d'intégrer dans le pool des réa les infirmières et les aides-soignantes. Il y a eu pas mal d'élan. Donc, on leur a proposé, et donc ils ont dit oui, on est partant pour ça. Donc, on a fait une formation un peu accélérée avec un analyse réanimateur. Et on a même demandé à des infirmières qui sont dans le groupe, qui sont fond de la réanimation, de venir former nos personnels. Et on a fait aussi du personnel qui est parti faire 3 heures d'intégration, parce qu'on n'avait pas le temps de faire des journées d'intégration, pour s'imprégner un peu de réa, pour avoir les bons réflexes. Donc, il y a eu un calcul sur le nombre de lits qu'on peut mettre, et le nombre de personnel qu'on peut mettre, et combien on peut prendre en charge. C'est-à-dire ce qu'on peut faire surtout bien avec les moyens qu'on a. On a gardé un bloc plus pour tout pouvoir opérer. Donc, il y avait 2 circuits séparés. Et on a fait un service Covid+, pour les patients atteints de Covid, confirmés, mais ils ne nécessitent pas une réa, ils nécessitent une hospitalisation. Il y a eu un élan de médecins, des médecins chirurgiens qui ont participé à ça pour faire de la médecine. D'accord. Ils sont proposés à faire de la médecine avec un suivi, avec une organisation, un planning qui est géré par d'autres médecins. On a eu aussi des médecins de ville aussi qui sont venus nous aider. Donc ça, et pour les urgences, on a fait 2 circuits, comme je t'ai dit au départ. Un circuit patient classique, qui n'a pas de signe, qui peut passer par les urgences pour éviter la contamination. Et on a fait un service Covid, ce qu'on appelait Covid+, pour les patients quand on faisait le tri avec les signes qu'on nous a orientés directement, et ça nous permettait de faire un premier tri. Le mois qui s'est écoulé a été compliqué, non? Fatigant? Compliqué, non. Enfin, c'est surtout, le terme exact, c'est fatigant, oui, parce que c'est un nouveau service qu'on a créé et qu'on n'est pas habitué à le faire. Ça, d'un côté, sur la lourdeur du patient et leur traitement. Et je pense que tous mes collègues, ils sont même les gens qui avaient des réa, en fait, mes collègues, ils ont des réa et se retrouvent avec cette confrontation. J'ai eu des discussions téléphoniques ou des entretiens. Parce que c'est le jour le jour. On ne pouvait pas prévoir sur une semaine. Parce que c'est un traitement qui évolue sur certains curares, certains antibiotiques, parce qu'on ne met pas tout le monde. Donc les curares, c'est à doser, ça renouvelle, ça change. Donc c'est vrai, c'est le jour. Après, il fait la gestion des stocks, à savoir, parce que la gestion des stocks en médicaments, en consommables, en masques. Je sais qu'il y a eu beaucoup de soucis sur les masques FFP2 et les masques chirurgicaux. Ça aussi, ça a été par l'ARS, ils ont mis un système d'organisation pour qu'on ait un circuit de masques qui revient régulièrement, donc de ce fait depuis pratiquement, je pense, sauf exception, pratiquement tous les établissements de santé ne sont pas en rupture de masques. Il y a un système de dotation qui a été mis en place, et tous les 15 jours, 10 jours, on a une dotation qu'on récupère pour pouvoir fonctionner en fonction de nos besoins. Et tu sais, pareil pour les molécules, c'est qu'au quotidien... Les molécules, c'est quotidien. En fait, ils ont commencé par les masques parce que c'était les plus touchés. Le deuxième point, c'était les molécules. Ils ont mis ce que je disais tout à l'heure, une plateforme qui s'appelle MAPUI. La PUI, c'est pharmacie à usage intérieur, dans laquelle, avant 18 h, on fait rentrer toute la liste des médicaments qui sont susceptibles d'être en manque, qui sont utilisés en réanimation, et qu'on sait qu'ils sont en tension. Et le lendemain, en fait, on reçoit un mail de l'ARS disant que vous avez signalé, vous avez tant de stock, et vu votre utilisation, vous pouvez être en manque. Donc, on vous adresse un formulaire et tel hôpital que vous pouvez vous dépanner. Donc, ça, c'était bien fait. Et on reçoit le premier mail, un coup de fil plus un mail. Donc, c'est vraiment... Personnellement, je trouve que c'est une organisation assez fonctionnelle. Et j'ai eu à dépanner des collègues qui m'ont appelé pour dire: est-ce que tu peux nous dépanner? Donc, il y a eu l'appel, et là, ça fonctionne assez bien. Génial. Donc, la pénurie de médicaments, pour revenir à la question que je posais tout à l'heure, je pense que voilà, elle a été. Elle a été gérée. En fait, elle a été gérée au mieux, parce que je suis sûr qu'en fonction des hôpitaux, ça. Après, les labos, ils ont fait ce qu'on appelle une autre gestion de stock, c'est-à-dire ils savent très bien si quel hôpital, quelle consommation, donc on arrive à gérer avec un justificatif sur les volumes. Non, ils ont mis un système de fonctionnement global de crise. Enfin, comme on voit pas de crise, c'était vrai, c'est bien, mais en fonction de crise, un système de dépannage, de fonctionnement interhospitalier.
Nous, on a récupéré des patients d'autres hôpitaux, parce qu'on a fait toute la mise en place d'un circuit. C'est-à-dire, on pouvait alléger nos collègues des d'autres établissements. Donc, ils nous appelaient avec une ligne directe et le réanimateur décidait de prendre. Et c'est vrai qu'on a récupéré 5 patients sur d'autres hôpitaux de Poissy ou d'autres hôpitaux pour pouvoir alléger nos collègues qu'on pouvait nous prendre en charge. Il y a beaucoup d'informations qui ont véhiculé sur les médias sur l'interaction avec certains médicaments. En fait, ça a commencé par les anti-inflammatoires. Le premier truc, c'était l'anti-inflammatoire. En fait, et la question a été posée à Jérôme Salomon, le porte-parole au niveau du ministère de la Santé. Il a dit par rapport aux... En fait, ça a été démontré que l'anti-inflammatoire pris quand on faisait une fièvre et après on apparaissait comme Covid+, pouvait aggraver la situation. Par contre, à savoir que les patients qui étaient par exemple sous ventoline ou d'autres maladies chroniques sous anti-inflammatoires, il ne fallait pas qu'il arrête son traitement parce qu'il n'y avait pas cette influence-là. Et c'était ça le quiproquo. Après, on avait dit, c'est vrai qu'on a dit les patients qui sont le plus touchés, enfin les plus vulnérables, c'est les patients cardiopathes, diabétiques ou avec des immunodéprimés, cancéreux. Donc c'est pour ça... et ça a entraîné un amalgame avec les gens parce que dans leur traitement, il existe des anti-inflammatoires et c'est pour ça qu'ils avaient peur de prendre leur traitement. Donc on a redit, et les patients et les médecins, ils sont rapprochés de leurs patients. La sécurité sociale, elle a envoyé pour les patients vulnérables ou le personnel vulnérable pour qu'ils ne soient pas sur le terrain et qu'ils prennent bien leur traitement quotidiennement. La position de certains patients, en fait, quand ils ont su pour la chloroxyne, le plaquenil et les électromètres, en fait, il faut savoir que cette molécule-là, elle a beaucoup d'effets secondaires et principalement cardiopathes. Il y a eu des décès et il faut la prendre sous surveillance malgré les traitements utilisés dans certains traitements comme le lupus ou certaines maladies comme contre le paludisme. Il y a tout un bilan d'inclusion qui est fait. Il y a un bilan, ouais. Il y a un effet de CG, il y a un contrôle ECG, il y a pas mal de choses. Et il y a eu des cas, malheureusement, ça a été rapporté par l'ANSM, au niveau du ministère de la Santé, qu'il y a eu des décès sous ces traitements-là parce qu'ils étaient pris dans le cas de traitement de Covid+. Et malheureusement, il y a eu des complications et dans certains, il a amené à terminer par des décès. Donc, prudence sur la prescription, sur l'utilisation des médicaments. On rappelle qu'il y a deux professionnels de santé qui sont incontournables de manière générale pendant cette période d'épidémie, mais encore plus tout au long de l'année. Il y a notre médecin traitant qui continue à faire de la téléconsultation, qui est disponible par téléphone, par visioconférence, et puis son pharmacien, s'il y en a un qui connaît effectivement le traitement qu'on prend, c'est son pharmacien, parce qu'en général... Surtout les traitements chroniques, on va toujours à la même pharmacie depuis plusieurs années, rarement on change, donc les pharmaciens, même si le médecin, parce que malheureusement il y a eu des médecins qui sont tombés malades, donc ils ne pouvaient pas faire la télésurveillance, qui fait une autre tension sur d'autres patients. Et certains patients, ils ont eu peur, ils n'ont pas tous le moyen de communiquer par Internet, avec leur médecin. Et c'est vrai que le pharmacien d'officine et le préparateur d'officine sur une deuxième ligne de renfort d'informations à ces patients-là. C'est-à-dire qu'ils pouvaient toujours contacter leur pharmacien pour savoir. Et je pense que mes collègues, ils ont eu beaucoup d'appels par rapport à ces traitements-là. Oui, d'ailleurs, dans les nouvelles dispositions de délivrance de certains médicaments, il y a le Doliprane, entre autres, qui est délivré maintenant depuis le début de l'année, je crois, qui est vendu derrière le comptoir, mais qui est délivré à petite dose depuis quelques semaines. Oui, c'est lié avec l'épidémie ou pas du tout? En fait, non, c'est lié avec l'épidémie parce que quand elle a eu l'annonce du ministre de la Santé et suivi au niveau des importantes recommandations, disons, plus d'anti-inflammatoires. Et je pense avec l'automédication qui est assez importante en France. Donc, ils sont partis sur le Doliprane et qui sont rabattus sur une officine. Et c'est vrai, au niveau de l'officine, la pharmacie de ville, et ils sont partis sur l'idée de, si on n'a pas de prescription avec d'autres trucs, on donne que sur 2 boîtes et pas plus. Parce qu'ils se sont rendu compte, il y a des gens, en fait, c'est un peu comme au niveau des supermarchés, Carrefour et tout ça, les gens, quand ils sont en confinement, peur de manquer, peur de manquer, ils sont partis avec des stocks importants. Et puis on rappelait que le Doliprane, comme d'autres molécules de paracétamol, ne sont pas des molécules innocentes, que le surdosage peut avoir des effets délétères aussi. Très délétères, voire mortels. Donc il faut savoir apprendre, enfin tous les médicaments sont considérés comme dangereux, et apprendre vraiment sous conseil médical. On fait l'automédication parce qu'on sait faire pour certaines molécules, mais il vaut mieux toujours se référer à son pharmacien pour le nombre de la posologie et la durée du traitement.
ou Et je on dis, s'en met là. ouais. Et c'est vrai, je dis, les pharmacies sont restées ouvertes Le confinement a fait que les personnes ne sortaient plus, donc par ou avaient peur. peur de l'attraper, voilà, peur d'attraper. Bon, on a dit aux gens, Deux, faut il y pas aller avait dans peur les hôpitaux, d'attraper, voilà. peur de l'attraper, et peur aussi de se faire contrôler parce qu'il fallait justifier, sauf exception. Donc les gens, il y a eu une amalgame. Après, c'est vrai qu'on a constaté au niveau des hôpitaux, au niveau des urgences, à part l'urgence vitale ou l'urgence importante, ce qu'on appelle nous, enfin, communément la bobologie qui correspond à 80% des patients qui arrivent aux urgences, A disparu. a disparu. Et quand tu reçois vraiment l'urgence, c'est-à-dire une belle fracture, des problèmes cardiaques, des problèmes de respiratoire. Et vraiment, on a gardé les vraies urgences qui passaient en premier et d'autres maladies un peu urgentes qui passaient. Et toute la bobologie a disparu des services d'urgence. Et tout le monde se conçoit ça. Espérons que cette épidémie laissera des traces et qu'on reprendra de bonnes habitudes par rapport à l'attitude qu'on a vis-à-vis de nos hôpitaux, par exemple, de ne pas se précipiter. Bah, en fait, je pense que oui, j'espère bien, mais il faut qu'il y ait un travail sur les médias réellement et sur l'organisation sanitaire. Je pense que les gens viennent aux urgences parce qu'ils n'arrivent pas à voir, pensant qu'ils passaient rapidement, un soir parce que leur médecin traitant ne peut prendre en Pas là. charge. Certains, tu sais très bien que certains médecins prennent sous rendez-vous s'il n'y a pas de rendez-vous, donc ils passent aux urgences. Ou ne Donc il y prennent a plus toute de ouais, nouveaux il y a patients. de nouveaux patients. Il y a plusieurs raisons pour ça, et c'est vrai que enfin, personnellement, je pense que j'ai peur qu'on va retomber dans notre travers juste après la crise. Pas tout de suite, mais enfin, dans le temps. C'est naturel. C'est chassé Ouais. naturel, on revient au galop, en fait. Oui. Docteur Bourzac, j'aurais pu commencer notre interview en disant dans la famille Bourzac, je demande le fils. Comment vont les parents, Ça médecins va, l'un et l'autre? Oui. confiné à la maison aussi. Et mon père qui est chirurgien cardiovasculaire et chef de service, il a pris le choix de, enfin, apparemment patient urgent, mais sinon ils sont confinés à la maison en fait. Mais le moral Ah. est au beau-fils. Il a du mal, vu qu'il a toujours opéré depuis plus de 40 ans de carrière, 45 ans de carrière. Je pense qu'il a un peu de mal à C'est être à peut-être la pour des maison. raisons, c'est peut-être pour des raisons extra-professionnelles, non? Non, c'est plutôt professionnel. Tu sais, c'est un chirurgien, reste un chirurgien, comme on les voit chez nous. Ils sont comme ce que je disais, moi, que je m'entends très bien avec eux. Donc, je l'ai dit, vous êtes comme le bip-bip dans le coyote, tu sais, qui cherchent. Ils sont tous avec leur fourchette et le couteau à chercher à opérer. Ils tournent en rond parce que c'est leur travail, sur leur gagne-pain. Et c'est vrai, dans le privé par rapport au public, le public, un chirurgien est toujours payé, même s'il n'opère pas. Alors que dans le privé, s'il ne l'opère pas, il ne gagne pas sa vie. C'est clair, c'est une réponse qui mérite d'être claire. Shams, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, s'il te plaît? Je voulais remercier tous les langues de solidarité pour enfin, autour de nous, nos équipes médicales, nos administrateurs, le ministère de la Santé, malgré quelques dysfonctionnements. Je pense toute crise, il y a eu des dysfonctionnements. Même nous, on met un rétex post-crise pour voir ce qu'on a fait bien et ce qu'on n'a pas fait bien, et à l'avenir, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas ne pas faire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut toujours un recul après crise pour faire le point. Je remercie l'élan de solidarité aussi. On le voit tous les soirs à 20h, les applaudissements. Même moi, je sors applaudir parce que ça fait chaud au cœur. De voir, Tu enfin, t'applaudis, ouais. en fait. Ah bah oui, bah oui. Non, mais vraiment, tu vois les Là, voisins je et tout, sais ça bien, fait chaud ouais. au cœur. Et le deuxième élan de solidarité, tout ce qui met en place pour le soignant, soit les restaurateurs, les boulangeries, les chocolatiers, les gens qui ont fait de l'effort, qui nous ont ramené du matériel, qui ont été chez eux, qui ont fabriqué comme les visières, certains chantiers, certains entrepreneurs, ils ont ramené des protections, des tenues de protection parce qu'ils savaient qu'il y avait des soucis et donc ils nous ont appelés par des élans pour avoir ça, pour nous mettre à disposition. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut les remercier. En fait, il y a les gens de l'ombre, il ne faut pas oublier ces gens-là parce qu'ils ont aidé
directement, indirectement à nos fonctionnements. Il faut aussi les transporteurs parce qu'ils ont continué à nous ramener notre matériel pour travailler, malgré toutes les difficultés et la mise en place. Donc ces gens-là, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on les met maintenant en médias comme les postiers, comme les transporteurs, on parle des soignants, mais il faut parler des agents hospitaliers, les brancardiers, le service médical, les préparateurs, parce que c'est toute une chaîne qui fonctionne de bas en haut et en bas avec la direction qui s'est vraiment en ordre de marche pour mieux fonctionner et pour faire face à cette crise sanitaire que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une certaine crise qui touche une population assez large. Et c'est vrai que moi, je vais rendre hommage à tous ces professionnels de santé, toutes catégories confondues, qui ont laissé souvent leur famille de côté, qui ont mis leur vie privée de côté pour être au chevet de tous ces patients. Et c'est vrai qu'on est bien content, je l'évoquais, quand on voit un patient quitter un service de réanimation et rentrer chez lui, tous ces professionnels de santé dont malheureusement certains sont décédés. Oui, malheureusement, en fait, comme dans une crise ou une guerre, comme on dit, si on peut le terme qui a été utilisé par le président Macron, une guerre, on a toujours des pertes dans nos rangs, et c'est vrai, il y a certains aides-soignants, médecins, toutes catégories qui ont été atteints par cette maladie, qui sont décédés. Donc ça, il ne faut pas qu'on les oublie, qu'on rend hommage, je pense qu'on le fait régulièrement par les journaux télévisés, par nous, nos collègues, et ce que je disais aussi, parce que en parlant de ça sur les soignants, ils ont créé un lien avec leurs patients. Parce qu'en fait, généralement, c'est affectueux parce qu'ils sont là tous les jours avec eux, 2 groupes ou 3 groupes, jour et nuit. Puis la famille pouvant pas venir au chevet, Donc, voilà, c'était le seul eux, lien. c'est le seul lien à leur lire les écrits de leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en communication parce que l'arrêt est un peu particulière, donc on ne montrait pas. Donc il y a eu des histoires, ils parlaient avec eux. Donc il y a toute une communication qui a duré au-delà de 30 jours. Donc il y a un lien et quand on le voit, le patient sortir en s'améliorant. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Et puis, chapeau bas, rappeler que même si le confinement est difficile, qu'il y a déjà un mois d'écoulé, qu'il y a encore pas tout à fait un mois à tenir, mais rappelons-nous que nous, on a le choix de pouvoir rester chez nous. Ce n'est pas le cas des professionnels de santé, donc voilà, ne nous plaignons pas. Oui, c'est vrai, non, mais en fait, nous, c'est notre milieu, c'est notre travail. Donc on le fait, c'est pas par contrainte, on le fait vraiment avec plaisir et on le voit avec le contact qu'on a eu actuellement depuis le début de crise, on va dire début mars, parce que ça a commencé en mars. Nous, on a les cellules de crise dès le début mars, avant que la vague commence à arriver. Et on voit l'élan de solidarité qui s'est mis en place et le lien entre les gens qui s'est renforcé. Et ça, c'est agréable à le voir et même jusqu'à la continuité. Il y a eu quelques tensions parce que on est arrivé à fatiguer, on arrive à mais après, ça monte en pic, après ça descend et ça part en rigolant et tout. Et donc, on a appris à mieux se connaître, même si on se connaissait mieux. Mais ça permet une autre vision des choses pour l'avenir. Sacrée expérience humaine. Oui, comme tu dis, sacrée expérience humaine. J'espère ne pas la revivre d'ici 30 ans, on va dire ça comme ça, parce que... Tu seras à la retraite, de toute façon, non? On ne sait pas. On ne parle pas de ces sujets de la retraite. Hein. C'est un autre débat. Oui. Non, mais voilà, c'est une expérience humaine. Enfin, malgré toutes les difficultés, c'est une très belle expérience humaine. Je pense que c'est le côté humain qu'il faut garder sur malgré les difficultés de perdre des gens, de maladies, mais il y a une expérience humaine qui est l'élan de solidarité qui est toujours là. Ce que je disais, ces gens-là qui faisaient l'élan de solidarité existaient toujours, mais ils étaient cachés par d'autres personnes. Et je pense que ces personnes-là, quand ils sont remis, on les voit à jour, on les voit plus, parce que les gens qui faisaient de l'ombre, ils sont cachés, par peur. Et c'est là où on voit beaucoup, et là on réalise leur présence, au fait. Ouais, indispensable. Je vais conclure, si tu veux, je vais faire un petit coucou à quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin une famille que j'aime beaucoup, qui est la famille Nas, mais surtout Nerimen Nanou Nas. Voilà, je vais lui faire un gros bisou parce que je les affectionne tous, mais elle particulièrement. Donc, je dis ça au passage parce que je crois qu'on a quelques liens de parents. Ouais, c'est vrai. On a